Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Options Finance et l'ISFER consacré à un sujet qui n'en finit pas de nous occuper. Vous êtes d'ailleurs nombreux à participer au webinaire et on en est ravis. Ce sujet, c'est de la cartographie des risques à l'évaluation des tiers. Alors, tout le monde présent dans le webinaire est bien conscient de cette articulation qui est faite entre l'évaluation des tiers et la cartographie des risques par la loi Sapin 2, dont l'article 17 dit évaluation des tiers au regard de la cartographie des risques. Et donc, l'objet du webinaire, c'est de travailler l'articulation de ces deux piliers de la loi Sapin 2, sans s'interdire d'ailleurs d'aller sur des domaines de la compliance autres que l'anticorruption, où il y a aussi des questions de cartographie, d'évaluation des tiers et d'articulation, bien sûr à la vigilance, aux sanctions économiques et à beaucoup d'autres sujets connexes. Alors, pour discuter de ces questions avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Pascal Goupillot, qui est directeur de la business line Bonjour. conformité au sein d'Elisfer, la conformité étant une des trois activités d'Elisfer avec les risques et le marketing. Également d'Elisfer, Michel Afonso, chef de marché conformité, avec plus de 10 ans d'expertise dans le domaine de la conformité. Et puis troisième expert et non des moindres, Jean-Baptiste Sifroudis, aujourd'hui associé compliance et RSE du cabinet Finnegan, préalablement connu de beaucoup d'entre vous en qualité d'avocat et puis de directeur éthique et conformité de plusieurs groupes français, EDF, Atos et Thales notamment. Moi-même, donc, je m'appelle Emmanuel Brine, je suis avocat spécialiste en régulation et compliance et directeur du diplôme d'université Compliance Officer de l'université Paris 2. Alors, avant de commencer, donc je vous précise que vous avez la possibilité de poser des questions par le chat. Le temps est très contraint, donc on ne vous promet pas absolument de prendre toutes les questions, mais elles seront répondues après, par écrit également, si on n'a pas eu le temps d'y répondre directement pendant les 45 minutes du webinaire. Alors messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. L'évaluation des tiers. Pourquoi est-ce si difficile à mettre en place? Où est-ce que ça bloque? Quels en sont les principaux enjeux finalement? Michel, peut-être que vous voulez commencer à nous donner votre opinion et votre expertise sur ce sujet? Je vais plutôt laisser du coup la parole à Pascal, je vais la prendre un peu après la parole, mais du coup, oui, Pascal va commencer sur ce sujet. Alors là, effectivement, l'évaluation des tiers, c'est un des piliers de la loi Sapin 2. Emmanuel, vous en parliez. C'est un des piliers de la loi Sapin 2 comme la cartographie des risques. Et effectivement, c'est intéressant de le partager. C'est, au regard d'ailleurs d'une étude assez récente de l'AFA qui date de septembre 2022, le pilier le plus difficile des 8 piliers du dispositif anticorruption que les entreprises assujetties doivent mettre en œuvre. Alors effectivement, la bonne question, c'est pourquoi. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que le pilier de l'évaluation de l'intégrité des tiers, c'est le plus difficile, mais le deuxième, c'est la cartographie des risques. Donc, c'est les deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui, et on peut effectivement se poser la question, pourquoi est-ce si difficile? Alors, quand on interroge les entreprises, comme l'a fait d'ailleurs très bien l'AFA, l'Agence française anticorruption, il en ressort des raisons importantes, et je pense que d'ailleurs, si on peut présenter, s'il vous plaît, le slide qui a été préparé, on a le premier slide, c'est le premier slide. Effectivement, voilà, juste derrière. Non, il y en a un autre, pardon, qui est juste avant, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave, je le connais. Voilà, celui-ci, merci. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Donc c'était une étude, comme je le disais, de l'AFA de septembre 2022, et elle dit beaucoup de choses intéressantes, mais là on va retenir deux idées. La première, c'est que ce qui motive les entreprises, c'est déjà l'influence du dirigeant, donc c'est le troisième point. C'est le premier point, c'est parce qu'on est assujetti qu'il y a une obligation légale qu'on doit le mettre en œuvre, et ensuite c'est parce que
on a un enjeu réputationnel, on veut être en accord avec les valeurs de l'organisation. L'éthique est de plus en plus dans les organisations, on doit donner de plus en plus de sens à ses salariés, et l'employabilité est un des points les plus majeurs quand on recherche des talents. Donc en clair, on peut se dire effectivement, et on a l'habitude, et Jean-Baptiste le dira encore mieux que moi, sur ces dispositifs anticorruption, il y a un enjeu au premier plan qui est de la sanction. On parle souvent de ça, mais les entreprises me disent mais bon, l'AFA sanctionne pas beaucoup, et je pense que ceux qui sont en ligne ne me contrediront pas. Donc il y a la peur du gendarme et la peur du contrôle. OK, et parce qu'on a envie d'être en conformité avec la réglementation. Le deuxième sujet, c'est quand même effectivement le risque réputationnel. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir les valeurs qui sont de plus en plus au centre des entreprises. On parle d'entreprises à mission, on parle de valeurs, d'éthique, et la RSE pousse évidemment beaucoup dans ce sens-là. Et bien évidemment, le rôle du dirigeant. Donc les enjeux, c'est un enjeu, pour résumer, de sanctions, c'est un enjeu au départ de réputationnel, d'employabilité, et puis de business aussi, parce que aujourd'hui, les grands groupes vont demander, exiger que leurs fournisseurs mettent en place des dispositifs anticorruption, et donc pour avoir des contrats, et demain ça sera de plus en plus nécessaire, on parlera un petit peu peut-être de la CSRD qui pousse, mais donc effectivement il faut être en conformité, et les entreprises, pour garder des gros contrats, vont devoir être vont devoir se mettre en conformité. Donc c'est ce qu'on appelle la réglementation par ricochet. Mais pour répondre à la question effectivement qui m'est posée, je crois qu'on voit là dans le deuxième slide, c'est très clair, l'évaluation de l'intégrité des tiers, 59%, c'est la vraie difficulté. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre de tiers à évaluer qui est très important quand on parle d'évaluer les tiers. J'ai plein de tiers, ça peut être des intermédiaires, mais c'est des clients, c'est des fournisseurs. Donc les entreprises nous disent, il y a quand même beaucoup de tiers à évaluer, et donc on va le voir derrière, mais c'est une charge de travail. La deuxième, c'est il faut collecter beaucoup d'informations. Alors on peut trouver des bases de données, mais c'est pas facile d'avoir un fournisseur qui est capable de tout donner, y compris le screening, etc. Donc comment je récupère toute l'information à collecter? Moi-même, je dois être acteur pour en collecter en tant qu'évaluateur. Et puis, le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est que ça implique des acteurs dans l'organisation, et en tant que compliance, moi, je dois faire en sorte que les opérationnels, effectivement, me suivent. Et ça, c'est vraiment le sujet, on va en parler pas mal, parce que je pense que c'est un sujet vraiment important, c'est de la transformation, et il faut impliquer des opérationnels pour faire les due diligence. Donc ça, c'est pas facile, effectivement, et c'est une difficulté qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur la cartographie des risques, puisqu'on est dans les processus, et il faut impliquer, bien évidemment, pour faire une bonne cartographie des risques, les opérationnels. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que c'est important de bien comprendre ces trois éléments majeurs qui font qu'effectivement aujourd'hui on constate que c'est difficile, et quand l'AFA fait des contrôles, effectivement, elle constate elle-même que les dispositifs, bien souvent, sont défaillants, comme on le voit ici. En complément de ce que Pascal vient d'annoncer, je rajouterai 3 points aussi qui peuvent expliquer ces difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises quand elles doivent mettre en place un dispositif d'évaluation des tiers. Le premier point, c'est que c'est un sujet nouveau pour la plupart des entreprises qui ont dû, par le biais et simultanément avec le RGPD et Sapin 2, mettre en place de la conformité et mettre en place des due diligence. Donc c'est un sujet nouveau, et forcément ça implique des changements, des formations et des nouvelles compétences à acquérir, soit en externe, soit en interne, quand ce sont des personnes déjà présentes au sein de l'organisation qui vont être en charge de ces sujets-là. La deuxième thématique qui rend complexe le sujet de l'évaluation des tiers et de la cartographie des risques, c'est que ce sont des sujets hautement subjectifs. Il n'y a pas de vérité absolue, et donc il faut vraiment travailler les sujets qui doivent s'adapter au contexte de l'entreprise. Et donc forcément, il y a un côté plus rassurant, avoir une checklist à cocher, à faire si ça et comme ça, mais l'évaluation des tiers ne s'y prête pas, et donc ça peut rendre aussi complexe la mise en application de ce dispositif d'évaluation. Et le troisième point qui a été un peu abordé, c'est que l'évaluation des tiers, c'est aussi le sujet qui va créer le plus de friction dans le processus et dans le quotidien des entreprises, puisqu'on touche à des fonctions dont ce n'est pas le métier. On touche également au processus d'onboarding client-fournisseur, et donc au temps d'onboarding qui peuvent perturber la productivité, le time to market des commerciaux, et donc qui peuvent créer des frictions. Et donc je pense que également ces 3 sujets rendent ce sujet hautement explosif pour une entreprise qui doit déployer et diffuser une culture de la conformité, mais avec des frictions du quotidien. Et l'évaluation de tiers est vraiment le sujet qui peut cristalliser toutes ces problématiques.
Tout à fait. Peut-être pour compléter ce que dit Michel et Pascal et synthétiser, en fait, l'évaluation des tiers, c'est plus qu'une politique d'un côté et une solution de screening de l'autre. C'est une véritable organisation. Michel l'a indiqué et Pascal aussi, c'est une organisation qui implique d'identifier un nombre de tiers à évaluer, et c'est ce que l'on va voir avec la cartographie, qui est l'élément essentiel qui permet de les identifier, mais également de les quantifier, pour voir le volume de tiers à évaluer, le temps que cela va prendre, et qui, en termes de ressources, va réaliser l'évaluation, et est-ce que ces ressources ont bien été formées. Donc vous voyez, ce dont on parle, c'est une véritable organisation interne, et ça va bien au-delà d'un mode projet. Il faut un mode projet pour le lancer, il faut un kick-off de l'instance dirigeante, et ça va bien au-delà parce que quand on rapproche l'exigence de Sapin 2 de celle du devoir de vigilance, on peut aussi y adjoindre l'antitrust, on peut aussi y adjoindre les sanctions internationales, et on s'aperçoit que demain, la CSRD ou la RSE que Pascal a abordé sera une thématique de plus où il faudra qu'on fasse une évaluation des risques de nos tiers, pas uniquement sous l'angle de la corruption, mais sous plusieurs thématiques. Donc on a tout un enjeu fondamental qui consiste à optimiser ce travail d'évaluation pour y intégrer petit à petit d'autres thématiques d'évaluation, pour éviter qu'il y ait de multiples évaluations d'un seul et même tiers qui soient faites à différents niveaux de l'entreprise. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce que les comités exécutifs, voire les conseils d'administration doivent bien intégrer, c'est que c'est un véritable pilier de la gouvernance des entreprises de demain. Cartographie en est un, évaluation des tiers en est un également, et qui implique pas uniquement la compliance, mais les achats, on va en parler, hein, qui est vraiment une direction qui va être totalement impactée par les réglementations actuelles et celles de demain, mais également les directions RSE, réputation, communication. En fait, c'est une véritable, pas une révolution, mais c'est un élément majeur dans la gouvernance des entreprises de demain. Merci à tous. Et Jean-Baptiste et Pascal Michel, quand je vous écoute, et je vous pousse encore un petit peu sur ce sujet là, de l'évaluation et des difficultés, j'ai l'impression qu'on est sur un sujet hautement dynamique finalement, un sujet qui est en mouvement, à la fois dans l'entreprise, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup, donc on doit se fixer des étapes, et puis à la fois, vous en parliez Jean-Baptiste, en termes de législation, parce qu'il y a des couches de législation qui s'ajoutent et qui imposent des évaluations finalement supplémentaires. Comment est-ce que l'entreprise peut anticiper sur cette dynamique en se disant je fais aujourd'hui quelque chose qui me restera, sur quoi je pourrais construire, je ne serai pas obligé de tout reprendre dans 5 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est des sujets sur lesquels vous voulez partager une expérience. Tout d'abord, je rebondis un peu effectivement, Emmanuel, pardon, Jean-Baptiste, effectivement, c'est un projet en tant que tel. Hein. Nous sommes actuellement en train de déployer sur des très grands groupes français et c'est un projet de transformation, c'est un projet qui effectivement doit être fait par étapes. C'est pas parce qu'on a un contrôle de l'AFA qu'il faut tout de suite tout mettre en œuvre. Ça serait une erreur. On va revenir dessus, mais la cartographie des risques nous permet d'identifier les tiers à plus grand risque. Et donc, il faut y aller. Notre conseil, c'est vraiment par rapport à ce qu'on a observé chez nos clients, c'est de le faire en progressif, effectivement, et de le faire par étapes. De pas vouloir tout déployer. Si on a 300 filiales, il faut pas déployer ces 300 filiales d'un seul coup. Ce serait une erreur. Il faut commencer par trouver dans les utilisateurs des personnes qui vont être des promoteurs. C'est un changement et on ne peut pas tout de suite mettre 300 utilisateurs en déploiement sur un sujet comme celui-là. Ça serait une erreur. Il faut y aller étape par étape, trouver effectivement des promoteurs. Comme on l'a dit, c'est très important, donner du sens. Donc, il y a l'implication du dirigeant. C'est un projet global. Et pour faire un travail par des opérationnels dont c'est pas le métier, il faut vraiment que ça soit inscrit effectivement dans un projet et y aller étape par étape de manière progressive. Michel ou Jean-Baptiste, vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, je propose de développer les étapes à partir de la cartographie. Et on viendra tout doucement à l'évaluation des tiers. Donc je laisse Michel s'il a une réflexion en complément de celle de Pascal. Non, je suis d'accord avec vous, Jean-Baptiste. Très bien. Oui, Michel, vous avez dit un côté subjectif et c'est vrai
en même temps on essaye d'objectiver, et puis il y a aussi subjectif dans l'évaluation des tiers, mais aussi en termes de curseur, c'est-à-dire si je suis dans un projet, que j'ai un curseur que je mets à un certain endroit, comment est-ce que je sais que finalement je suis bien cranté, que je suis pas trop peu avancé dans cette dynamique, dans ce projet. C'est un sujet là aussi où je pense il est difficile d'avoir vraiment une idée objective ou partagée par tous. Je pense que chaque entreprise a un niveau de maturité et je ne sais pas si cette idée du Le sujet, je pense qu'en fait, pour savoir si justement on est suffisamment bien ou comment prendre le sujet, la réponse, c'est au final, c'est la cartographie des risques. La cartographie des risques va être à la fois un livrable attendu par la fin, puisqu'elle est demandée, hein, c'était un des piliers, c'est un des éléments du dispositif à mettre en place, donc c'est un livrable en tant que tel. Mais ça va surtout être une boussole ou une carte qui va permettre de définir et de mettre en place tous les autres dispositifs. Elle infuse et c'est elle qui dicte le tempo, c'est le chef d'orchestre et c'est par elle qu'on doit commencer. Donc au final, on peut partir un peu à l'aventure et généralement, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, en rando ou dans d'autres sujets. Mais du coup, on peut aussi prendre les sujets étape par étape. C'est vrai que c'est subjectif, mais il y a quand même une manière de l'objectiver. Et la première bonne pratique, et d'ailleurs, on verra un peu plus tard qu'on parle de bonne pratique, mais en 2017, quand on commençait à avoir des clients, la première question justement que nous, en tant que fournisseurs de solutions d'évaluation des tiers, on mettait en place, la première question à laquelle on posait, c'était: avez-vous déjà votre cartographie des risques? Et là, souvent c'était un oui, mais la deuxièmement c'était: est-elle actionnable, est-elle utilisable dans le cadre d'un outil d'évaluation? Est-ce qu'elle permet de faire cette passerelle? Donc voilà, la solution de la cartographie des risques, et Jean-Baptiste va le développer juste après, c'est vraiment à la fois un livrable, mais une carte, une boussole qui va guider et qui va infuser sur tout le dispositif d'évaluation des tiers, qui va le cadencer, qui va aussi lui donner de la contenance et lui donner sa taille, il va vraiment dicter ce qui doit être fait. Et ensuite, c'est un investissement parce que c'est reculer pour mieux sauter, c'est prendre le temps de bien penser les choses pour faire ensuite ce qui est strictement nécessaire. Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui sera Oui, le disant. vous avez tous très envie de parler de la cartographie des risques, donc je vous en prie. Et donc Jean-Baptiste, en effet, est-ce que vous voulez nous parler un peu de ces bonnes pratiques à adopter lors de l'élaboration de la cartographie des risques, et notamment les bonnes pratiques au regard de l'intention d'utiliser cette cartographie pour structurer l'exercice d'évaluation des tiers par la suite? Oui, avec plaisir, Michel. C'est tout ce qui fait la complémentarité d'éditeurs de solutions digitales et puis de conseils entre les différentes compétences. Et c'est surtout ce qui nous aide beaucoup, c'est une expérience en entreprise qui nous permet de bien comprendre les rouages et les contraintes de l'entreprise lorsqu'on fait ces exercices. C'est-à-dire faire en sorte que finalement cet exercice imposé, on en profite pour en faire un exercice pédagogique sur le volet de l'anticorruption, mais on peut aussi le faire sur le volet de l'antitrust, sur d'autres thématiques. Ça fonctionne aussi bien. Alors, il y a de la subjectivité et en même temps, en matière d'anticorruption, il y a quand même un cadre qui est relativement précis, qui est imposé par l'AFA, qui est recommandé ou vivement recommandé par l'AFA et qu'on peut résumer en 5 points. Enfin, ce ne sont pas les 5 points des recos, ce sont les 5 points qui résultent plus de l'expérience des cartographies. Le premier, c'est la méthodologie. Par évident, mais il faut pouvoir coucher par écrit, sur une dizaine de pages ou une quinzaine de pages, comment on a réalisé cette cartographie, quelle couverture, quels processus ont été analysés, quelle typologie de personnes vont être interviewées ou ont été interviewées, quels sont les principaux instruments de corruption ou alors de pratiques anticoncurrentielles, puisqu'on peut les étendre, encore une fois, la méthodologie sert pour de nombreuses thématiques, donc qui va permettre d'expliquer les étapes de la cartographie et qui, a posteriori, permettra aussi de justifier les choix qui ont été faits. Et souvent, Pascal tout à l'heure parlait de contrôle de l'AFA. L'AFA va retoquer des entreprises qui sont incapables d'expliquer pourquoi elles ont interviewé telle ou telle personne, ou pourquoi elles ont laissé de côté telle ou telle entité. L'AFA répondra immanquablement: vous n'avez pas couvert
l'ensemble de vos activités. Vous n'avez pas été aux bornes de votre organisation, donc expliquez-moi pourquoi. Et c'est très gênant des mois après de devoir l'expliquer si on n'a pas déjà couché les choses dans une méthodologie. Donc l'étape 1, rédiger une méthodologie, mais ne pas la fermer complètement, parce que les étapes qui vont suivre vont permettre d'aiguiser la méthodologie. Et nous, ce qu'on recommande, c'est qu'à la fin de l'exercice de cartographie, de revenir un petit peu en arrière en se disant, bon, tout ce qu'on a appris pendant cette carto, finalement, va nourrir la méthodologie pour qu'on soit vraiment avec un document support qui reflètera le cadre d'analyse et la rigueur du travail qui a été mené pour la cartographie. Le deuxième élément qu'on recommande, c'est de passer du temps déjà avec les sachants, avec le compliance officer ou le directeur juridique en charge de la cartographie en interne, de passer du temps pour pré-calibrer des scénarios de risque qu'on va affiner au fur et à mesure des entretiens. Et c'est une étape qui est importante parce que ça permet de balayer l'activité de l'organisation, de bien comprendre les macro-processus de l'organisation, que ce soit les achats, les RH, la communication, les M&A. Et une fois qu'on a bien analysé et qu'on a commencé à lister les différents scénarios de risque, on va établir une liste de questions qui va permettre de préparer des entretiens. Alors, ça peut être 10, 20, 30, 150 entretiens. Ça dépendra de la taille de l'entreprise et de ce qu'on a défini dans la méthodologie. Et ensuite, on va procéder aux entretiens. Et là, ce qui est très important, c'est de laisser émerger la vérité. C'est-à-dire on a une liste de questions, mais on ne va pas non plus faire les choses de façon robotique. On va commencer par écouter la personne et bien comprendre son activité. Généralement, le début de l'entretien se passe par écoutez, d'accord, vous m'avez convié à cet entretien, mais je ne vois pas très bien pourquoi on le fait, parce que je ne vois pas de risque. Et l'opérationnel, petit à petit, dans l'échange, va finir par saisir le risque et par le comprendre et par être embarqué dans l'exercice. Donc, il y a un vrai travail humain. Il faudrait absolument éviter d'avoir tout embarqué dans des tableurs Excel, même si c'est très utile. Il y a une partie humaine qui est très importante parce que demain, ce seront des alliés. Des gens qui comprennent les risques à l'issue de l'entretien, ce sont des gens qui vont agir, qui vont remonter des informations et qui vont être aussi embarqués dans l'exercice de cartographie, tout simplement parce que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ça donne un sens en fait, à la compliance et notamment en matière d'anticorruption. Une fois qu'on a fait ces interventions. Je vais vous interrompre un instant juste pour voir si Michel ou Pascal veulent réagir déjà aux éléments très, très riches que vous avez partagés. Oui, le point important, c'est qu'en effet, les méthodologies et il y a des guides, mais après, c'est comme le dit Jean-Baptiste, l'objectif, c'est justement les méthodes sont objectives, mais chaque contexte d'entreprise sera particulier en fonction de l'organisation, en fonction des métiers. Et donc, la méthode de réalisation est relativement cadrée et on a beaucoup d'expérience, hein, que ce soit maintenant en Sapin 2 ou même via d'autres réglementations, d'autres dispositifs de mise en conformité que la cartographie des risques, c'est un passage obligé, que ce soit en RGPD, que ce soit en lutte anti-blanchiment, que ce soit en risque de sanctions ou risque antitrust. Il y a toujours une cartographie des risques, un dispositif d'alerte, un dispositif de contrôle et généralement, potentiellement en fonction de la réglementation, un dispositif d'évaluation des tiers si le risque peut provenir de l'extérieur. Mais ce côté subjectif, voilà, il apparaît et il est primordial de bien faire ce travail et de bien appliquer la méthodologie pour justement aller chercher, ne pas se contenter d'une cartographie des risques, on va dire sur étagère, qui serait la même, où on aurait coché des cases, mais bien aller chercher justement cette matière subjective et qui va permettre d'adapter, qui va permettre de contextualiser, de bien comprendre et surtout de rendre tout le dispositif beaucoup plus intelligent et beaucoup plus pertinent par la suite, voire beaucoup plus léger, et donc permettre aussi des économies et des gains à moyen terme. Et l'idée, en fait, pardon, allez-y Emmanuel. Non, si vous voulez poursuivre, peut-être vous aviez annoncé, je crois, 5 points. Voilà, 5 points, j'en ai fait 3. Méthodo, identification des scénarios et interview. Les 2 autres, alors peut-être qu'on peut même tailler, sous-séquencer. Je vous fais vraiment
les grandes lignes. Ensuite, on élabore un registre des risques, c'est-à-dire qu'on va mesurer pour chaque scénario le niveau de probabilité, d'impact, la prise en compte de facteurs aggravants, par exemple votre activité dans un pays hautement risqué d'un point de vue corruption, où vous êtes en lien avec des acteurs publics. Et une fois qu'on a réalisé finalement, qu'on a traduit ces scénarios à partir de chiffres en termes d'impact et de probabilité, de mesurer ce qu'on appelle les risques bruts, on va identifier les mesures existantes qui permettent de prévenir ces risques pour aboutir à des risques nets. Tout un travail que l'on fait dans un registre des risques. Ce qui est très important, c'est que là, il va déjà y avoir un travail de tri des différents scénarios pour ne retenir que les plus pertinents, ceux qui sont vraiment adaptés à l'activité de l'entreprise. Ce qu'a dit Michel est important, il ne faut pas que ce soit une carto trop générique parce il est beaucoup plus difficile ensuite d'identifier ces tiers. Et enfin, le dernier élément, c'est de réaliser un plan d'action qui est adossé à sa cartographie des risques et qui va permettre de faire passer des risques élevés en risques moyens, voire plus sous contrôle dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Donc c'est un exercice qui est dynamique, qui doit être fait régulièrement, comme Michel et Pascal l'ont indiqué tout à l'heure, et à partir duquel on va effectivement extraire, analyser les typologies de tiers qui sont les plus à risque. Et ça va permettre de faire un exercice qui est fondamental, qui nous intéresse, c'est de prioriser. Parce que arriver avec une liste de tiers à risque et ensuite quantifier, on aboutit parfois à des milliers de tiers à risque. Et vous vous retrouvez dans la situation de vous dire, mais par où commencer? Et la cartographie, pour revenir sur l'articulation entre les deux, la cartographie va permettre de vous dire, on va commencer par ces tiers les plus à risque et on verra au cours des prochaines années comment on va épuiser en fait en évaluation le stock ou le flux de ces tiers à risque. Je rends la parole à Emmanuel, ou peut-être que Michel et Pascal veulent compléter. Juste pour conclure justement sur cette dernière question, j'avais entendu dans un webinaire de confrères aussi qui traitait de la cartographie des risques, une belle image qui disait il vaut mieux avoir, on va dire, une ambition moindre, réaliste et faisable, réalisable, et qui sera réalisée par la suite, qu'une ambition démesurée, mais qu'on sait pertinemment dès le départ qu'elle n'aura pas de réalité, qu'elle ne sera pas mise en place. Donc, il vaut mieux, en effet, traiter en priorité les risques forts, et ça, c'est pas un passage obligé, on pourra adapter le dispositif pour traiter les risques moyens et faibles dans le temps, mais par contre, les risques forts sont un passage obligé. Mais la cartographie des risques va permettre, d'identifier la taille du chantier, de le cadencer dans le temps, et surtout de poser une ambition réaliste et faisable. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a des métriques des KPI. C'est une fois qu'on a identifié le nombre de tiers, on peut identifier le nombre de ressources nécessaires et le confronter à la réalité des ETP actuellement disponibles ou actuellement prévus et voir si ça match ou si ça ne matche pas. Merci Jean-Baptiste. Michel, sur cette question de l'articulation entre la carto d'une part et l'évaluation de l'autre, puisque c'est vraiment à cette cheville-là, à cette articulation qu'on se situe. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous interroger, c'est comment je passe d'une carto des risques qui est rédigée en termes de scénario de risque, vous l'avez dit Jean-Baptiste, donc avec des cotations de risque par scénario, d'une part, à un produit opérationnel côté évaluation, qui est une cotation de risque individuelle pour chacun de mes tiers, qui va me déclencher un niveau de due diligence plus ou moins poussé, voire une absence de due diligence, parce que je passe d'une évaluation qui est quand même assez macro dans la carto à quelque chose de très micro, voilà. Et ce passage-là, moi, il me semble pas évident. Alors, la solution, en fait. Pardon. Vas-y, Michel. Non, allez-y. Allez-y, Jean-Baptiste. En fait, on n'a pas parlé d'un élément intermédiaire entre les deux qui est la procédure d'évaluation des tiers. La procédure d'évaluation des tiers, c'est un outil qui est indispensable, qui va décrire le séquencement, les étapes d'évaluation du tiers et qui pourra comporter de façon très utile une annexe où on listera les tiers à risque tels qu'on les a identifiés à partir de la cartographie. Pour vous donner un exemple, on va avoir une cartographie des risques d'une société qui a une stratégie d'acquisition très agressive. Donc, à un moment T, la cartographie des risques pointera sur le risque M&A.
et les risques de corruption liés au risque M&A comme étant un des risques majeurs de cette entreprise parce que c'est son activité. Et donc, à travers le risque M&A, on va avoir des scénarios de risque de corruption, notamment avec des intermédiaires qui vont permettre, eux, d'identifier les cibles les structures, les cibles que l'on va acquérir, et donc, typiquement, ça fera partie des tiers à risque. Donc ça, c'est un élément important. Pour une société qui sera plus dans l'événementiel, on va s'apercevoir que le risque de corruption sera davantage sur des intermédiaires d'organisation ou des sociétés d'organisation des tiers à risque. Pas des tiers à risque, mais seront eux-mêmes des tiers à risque. Ou bien une société qui, elle, travaille dans les concessions. Donc on va s'apercevoir que les bureaux d'études sont un des éléments, un des vecteurs du risque de corruption les plus importants. Donc, à partir de ces scénarios, on va identifier les tiers en interaction. Et une fois qu'on élaborera la politique d'évaluation des tiers, en annexe de cette politique, on identifiera, on reprendra les tiers et ensuite on pourra éventuellement les prioriser à partir du chiffre d'affaires, du volume ou de leur taille par rapport à l'activité de l'entreprise. Ça, c'est un travail qui se fait en coopération avec le Chief Compliance Officer et également le directeur des achats, souvent ou la directrice des achats, et d'autres directions qui pourront être impliquées dans ce travail de listing des catégories de tiers à risque et en fonction de leur niveau de risque ou du chiffre d'affaires généré. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Michel, vous vouliez aussi prendre la parole? Oui, justement, comme vous le mentionnez bien, en final, l'évaluation des tiers, elle se passe au travers de deux jambes, on va dire, sur lesquelles on utilise pour marcher. C'est l'évaluation macro, en effet, les scénarios et les différentes typologies de risques auxquels je peux être exposé. Et ensuite, il va falloir rentrer au niveau micro. Le niveau micro étant avec quel tiers je vais dialoguer. Donc là, on parle de l'intégrité du tiers, puisque en tant que tel, un tiers présente ou ne présente pas certains risques particuliers ou certains facteurs de risque aggravants particuliers. Il y a également le modalité de la relation, parce que du coup, il faut aussi recontrôler que les modalités de la relation sont celles qui étaient attendues en prémisse. Puis il y a toujours des personnes qui vont discuter certaines clauses de contrat, qui vont modifier certains modes de fonctionnement qui étaient préétablis et qui ne généraient pas de risque au regard de la cartographie des risques. Mais comme on n'est pas dans le scénario classique, eh bien, des fois, on peut sortir un peu de la cartographie des risques et donc ça peut générer des risques. Donc, on est vraiment sur le macro avec la cartographie des risques et le micro avec l'évaluation des tiers. Et donc, il faut faire en effet une passerelle pour déterminer, au regard des risques et des scénarios, quels sont les indicateurs, et cette fois de manière très fine, qui peuvent me permettre de détecter l'occurrence ou la probabilité que ce scénario que je suis en train de mentionner est en train d'arriver. Par exemple, si on parle de corruption et de fourniture, par exemple, d'enveloppes en liquide, eh bien, il faut regarder en effet si derrière, en termes de contrôle comptable, il n'y a pas des virements et de l'argent en espèces qui est prélevé, qui pourrait être activé en parallèle de la facture et du virement électronique et qui permettrait en fait de masquer ou de diffuser un prix différent. Il y a donc en fait, il faut vraiment après transformer les scénarios en différents indicateurs très très opérationnels et surtout des indicateurs que l'on va pouvoir regarder et mobiliser dans l'évaluation des tiers. Mais pour faire peut-être la transition aussi avec entre cartographie des risques et évaluation de l'intégrité des tiers, nous on s'appuie sur la cartographie des risques comme on le disait et c'est pas notre métier, donc on s'appuie sur des partenaires comme Finnegan et on propose une solution digitale parce qu'on l'a vu face aux trois difficultés que j'ai tout à l'heure soulignées. L'entreprise doit se faire aider par une solution digitale qui va lui permettre d'opérationnaliser cette évaluation de l'intégrité des tiers. Et pour ce faire, en fait, il y a trois inputs quelque part. Il y a le premier input qui est de sortir un fichier, c'est tout bête, mais il faut un fichier de tiers. Et donc là, effectivement, la cartographie des risques permet de se dire sur quel type de tiers je vais démarrer mon évaluation. C'est ce que disaient Jean-Baptiste et Michel. Donc ça, concrètement, c'est l'input. Il nous faut un fichier des tiers pour faire l'évaluation de l'intégrité des tiers. Ça paraît évident. La deuxième chose, c'est que par rapport à la cartographie du risque, après avoir fait cet exercice, nous, on va mettre en place un score personnel pour l'entreprise
par rapport à ce risque que l'entreprise a. Et là, elle va, par rapport à l'exercice qu'elle a fait sur la cartographie des risques, elle va pouvoir se servir de toutes les données, bien sûr, qu'une solution comme la nôtre peut mettre à disposition de nos clients, mais également de ses propres données internes en fonction des activités, comme on l'a souligné à travers l'intervention de Michel et de Jean-Baptiste, et des activités plus à risque. Donc, on va intégrer toutes ces données-là, et ensuite, il faut aider les opérationnels. On a souligné ces difficultés d'opérationnalisation, et donc, on va aussi devoir faire un travail en fonction du travail qui a été fait de la cartographie des risques et de voir l'organisation. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des workflows pour permettre de faciliter le travail des opérationnels et de faire appel à un ami, de demander la recommandation du Chief Compliance Officer quand on ne sait pas. Donc, le travail de carto qui se fait avec des opérationnels, on a vu, va nous servir quelque part dans le paramétrage quelque part de la solution digitale qui va aider la vie des opérationnels. Ce travail de paramétrage, il est hyper important d'être fait pour justement soulager les opérationnels demain. Plus on en fait en amont, plus on colle à la cartographie des risques, plus on sera efficace demain et on soulagera le travail des opérationnels. Donc effectivement, cette liaison est hyper importante et pour nous, c'est un travail que l'on fait en atelier avec nos clients justement pour paramétrer et rendre efficace le travail des opérationnels sur l'évaluation de l'intégrité des tiers. Merci Pascal. On avait dans le chat, on a une question sur l'intelligence artificielle dans ces solutions de digitalisation à terme. Est-ce que l'intelligence artificielle jouera un rôle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est un des sujets, parce qu'on va dire que l'un des gros pain points sur l'évaluation des tiers, c'est les ressources et l'analyse humaine qui est nécessaire. Donc forcément, des IA et des intelligences qui peuvent permettre un peu d'industrialiser et de traiter, de brasser une quantité astronomique de données sont intéressantes et sont une solution à étudier. Après, aujourd'hui, on a pas mal de directions. J'ai vu pas mal dernièrement d'études qui ont été réalisées par des prestataires ou qui sont en cours de réalisation à direction des directions juridiques justement sur l'usage des IA et notamment les ChatGPT et les Bard, comment ils vont apprendre. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a des risques qui peuvent être identifiés. Premièrement, c'est que ces IA, il faut les entraîner et donc il faut les entraîner encore sur un contexte dont on est sûr, un contexte qui est le nôtre. Donc encore une fois, ça ne préemptera pas du travail de cartographie des risques pour comprendre c'est quoi notre contexte et il faut l'entraîner à quoi. Et il y a aussi le risque d'entraîner des biais qu'on a rencontrés dans des sujets moins juridiques, mais aussi les biais, que ce soit des biais racistes ou autres, dans les IA, parce qu'en fait, les IA, elles sont entraînées et elles produisent en fonction justement des données et de la qualité des données qui ont été introduites et qui les ont entraînées. Donc forcément, il faut faire attention dans la manière dont on a entraîné et du coup prendre une IA générique. On reviendra aux mêmes problématiques, c'est-à-dire on aura un produit qui certes en apparence répondrait au sujet, mais qui ferait peut-être une réponse trop générique, voire avec des biais dont on ne maîtriserait pas et qui pourraient s'avérer dangereux. Donc oui, c'est des sujets, il y a une grande effervescence avec les nouvelles générations d'IA, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas encore un sujet suffisamment mature, ou en tout cas pas sur un champ comme ChatGPT, fais-moi l'évaluation des risques et quelle évaluation des risques je dois mettre en place dans mon entreprise. On n'en est pas encore là. Par contre, dans les banques en AML, il y a avec toute l'expérience et tout le retour d'expérience qu'ils ont et la quantité de données astronomiques en gestion et en monitoring des transactions, c'est déjà la réalité d'aujourd'hui et les IA travaillent de manière abondante pour améliorer, industrialiser et rendre le compliance officer non pas comme un acteur, mais comme un compliance officer augmenté qui est toujours acteur, mais qui est largement aidé, mais qui in fine, les IA et même les IA les plus évoluées ne remplaceront jamais l'humain. Elles vont l'aider, elles vont lui filtrer, mais elles ne remplaceront jamais sa décision finale. Pardon, je me permets de vous interrompre parce que l'horloge là nous rappelle à l'ordre. Oui. Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez dire quelques mots pour rebondir sur ce sujet? Oui, juste une petite remarque, c'est que dans les entretiens de cartographie, on fait remonter de l'expérience des personnes qu'on interroge, leur vécu, les cas de l'entreprise que l'intelligence artificielle ne pourra pas ou rarement identifier parce qu'ils ne sont pas connus, ils ne sont pas publics et pourtant c'est ce qui fait toute la richesse d'une cartographie, c'est son passé.
Et toutes ces équipes, là, ces nouveaux instruments, comment on forme les équipes à ces instruments digitaux? Comment est-ce il faut préciser un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est tous les outils de screening quand même, qui peuvent se rapprocher de l'IA, mais et il y a vraiment des entreprises très spécialisées dans le domaine, et il faut effectivement une entreprise qui veut faire de l'évaluation de l'intégrité des tiers s'appuyer sur une solution de screening robuste. Il y en a pas mal sur le marché. C'est important pour tout ce qui est adverse média et pour éviter d'avoir beaucoup de temps à passer sur le traitement des faux positifs. Il faut, et ça on le voit bien dans les retours de nos clients, avoir une solution robuste qui permette d'éviter du bruit et qui permette d'arriver sur des choses justes par rapport à ce qu'on recherche, par rapport aux crimes financiers par exemple, si on est intéressé par les crimes financiers. Donc là, voilà, la première recommandation, ce serait de s'appuyer sur des entreprises expertes qui sont connues mondialement ou qui sont importantes et qui permettent d'apporter des réponses sur le domaine. Voilà, de ça je voulais quand même le préciser quand on parle d'évaluation de l'intégrité des tiers. Jean-Baptiste, encore un mot? Oui, merci Emmanuel. En complément de ce que dit Pascal, c'est vrai que on a parlé de priorisation, on a parlé d'identification d'une liste de tiers à risque, de quantification, c'est-à-dire une fois qu'on a la connaissance de la nomenclature des tiers à risque, on peut quantifier au vu des listings que l'on a combien de tiers à risque ça fait, et comme l'a indiqué Michel, de planifier finalement, et Pascal, de planifier ces évaluations. Il faut aussi, nous recommandons de mesurer le temps que prend l'évaluation du tiers et ensuite de faire un calcul en fonction du nombre de tiers et des effectifs et des bandes passantes internes. Et de se dire, bon ben voilà, j'ai tant de personnes qui vont pouvoir m'aider à faire les évaluations tiers, souvent très peu de personnes parce que l'entreprise n'a pas anticipé ce travail, et donc de faire une équation entre le nombre de tiers et les ressources internes et de se dire, bon ben au vu du nombre de tiers à évaluer, soit on embauche des gens, soit on dédie des gens, soit on fait appel à l'externe, c'est-à-dire à des sociétés qui vont pouvoir évaluer les tiers sur la base de l'outil comme Elisphère et ensuite de réaliser ces évaluations dans un temps précis. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait vraiment un planning de projet, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est un véritable projet d'organisation. Le point aussi important, pardon, c'est la profondeur de contenu. Hein. C'est important aussi que la cartographie des risques, comme on va avoir en fait, on aura des tiers à risque élevé, moyen, modéré et faible. Et en fonction de ça, comme le recommande l'AFA, on n'est pas obligé, en tant qu'entreprise, d'abonner la même profondeur d'analyse. Donc, comme il y a un coût derrière sur l'analyse qu'on peut faire, on peut avoir des analyses qui sont carrément déléguées. Et de déléguer l'évaluation du tiers. Mais si on recherche par exemple le bénéficiaire effectif à l'étranger, à l'international, un bénéficiaire à jour, dans certains pays, c'est coûteux. Donc voilà, donc il faut aussi se dire que la réflexion par rapport à la carto, c'est de se dire sur les risques élevés, et je vais dépenser de l'argent parce que ça vaut le coup. Et sur les risques faibles, je vais limiter peut-être mon screening aux dirigeants par exemple, et donc avoir une approche différente par les risques. Sur l'évaluation de l'intégrité des tiers. Et là, je pense qu'on voit bien, ça illustre bien la liaison entre la carto et l'évaluation de l'intégrité des tiers. Voilà. Merci et beaucoup. Autre chose aussi qui est important, c'est que nos clients nous demandent à des fois d'automatiser. C'est-à-dire qu'il y a des évaluations, c'est peut-être très simple de les clôturer de manière assez automatique sur les consignes de l'entreprise quand les clignotants sont au vert. Par contre, on va les mettre en surveillance si c'est des risques faibles, parce que les risques peuvent évoluer. Voilà, il y a plein de bonnes choses à faire, des bonnes pratiques issus de la connaissance qu'on a pu faire de la cartographie et de l'exercice sur la cartographie des risques. Pascal, il nous reste 1 minute avant de conclure ce webinaire. Il y a une question qui nous a été posée qui est un peu impertinente et qui nous titille un peu, qui nous dit, mais écoutez, on récompense les gens avec des primes de fin d'année en fonction de leur productivité, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi récompenser les gens en fonction de leur capacité à identifier les risques de l'entreprise et à coopérer à tout ce processus d'évaluation des risques, de carto et d'évaluation des tiers. Bref, comment est-ce qu'on motive les gens dans cet exercice qui est pas facile quand même pour tout le monde dans l'entreprise? Et ce sera, si vous voulez chacun peut-être avoir un mot de la fin là-dessus. Alors peut-être avant d'aborder effectivement la récompense et l'engagement, hein, c'est un travail. Le fait de passer par le COMEX, le fait de passer par l'instance dirigeante qui va dire cet élément est très important pour moi, ça aide beaucoup. La carto passe parce que en fait, quand vous terminez votre cartographie,
et que vous établissez le plan d'action, vous le faites valider par votre comité de direction. Et donc, ce comité de direction peut dire, mais je veux m'assurer que toutes les entités réalisent l'évaluation des tiers dans les prochains mois, et en particulier des entités qui sont les plus exposées au risque. Et c'est à elles de définir les ressources et le budget qui vont être alloués. Même si tout peut être coordonné au niveau du siège, c'est important que les entités s'emparent du sujet au vu du risque auquel elles exposent la totalité du groupe. Donc ça, c'est une première approche. L'autre élément qui est important, et je laisserai ensuite la parole à Pascal et Michel, c'est de former les gens, et c'est de former les évaluateurs, et c'est de leur faire prendre conscience déjà des données à identifier, parce que le screening ne fait pas tout, de la capacité à s'embarquer dans ce travail de prévention des risques pour la réputation de l'entreprise d'une manière générale. Après, on peut fixer comme objectif dans la fiche de mission de ces évaluateurs un nombre de tiers à évaluer au vu des tiers à risque identifiés et d'avoir un pourcentage du variable sur le nombre de tiers évalués. Merci Jean-Baptiste. Pascal, Michel, un mot de la fin? C'est d'abord une bonne idée. Je pense que ça fait partie des réflexions. Finalement, c'est assez récent que les entreprises demandent à des opérationnels de faire cette évaluation de l'intégrité des tiers. C'est pas forcément au compliance officer de faire l'ensemble de ces évaluations, et donc c'est une bonne idée, je pense, d'incentiver les collaborateurs dans leur objectif global. Mais ça, c'est la responsabilité, je dirais, de l'entreprise qui doit décider ou pas de le mettre en œuvre. Après, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Baptiste. Effectivement, on est passé très vite là-dessus, mais le pilier de la formation est essentiel. Il faut surtout pas aller trop vite et bien former les collaborateurs, les évaluer ou leur donner une prime, c'est bien, mais je pense qu'il faut surtout les aider à appréhender ces tâches qui sont pas des tâches forcément qui sont les premières pour eux, et je pense que c'est essentiel effectivement de bien les former. Michel, pour terminer. Ce sera une synthèse un peu de ce que Jean-Baptiste et Pascal ont dit, hein, c'est-à-dire qu'en effet, il est important de les récompenser d'une certaine manière. Alors, en termes de choix, je récompenserais plus, comme l'a dit Jean-Baptiste, sur la capacité à produire des évaluations de bonne qualité et conformes au dispositif qui était prévu, plutôt que d'avoir détecté tel ou tel, on va dire, c'est assez, encore une fois, c'est assez subjectif et ça n'arrive pas toujours. Donc, il est plus intéressant, potentiellement, hein, mais ça c'est mon opinion, peut-être de creuser sur la capacité à produire des dispositifs et des évaluations de qualité avec une bonne traçabilité qui permettent d'être reprises dans le futur et qui justement étaient conformes à la charte et à la procédure d'évaluation des tiers en interne. Et la deuxième chose, c'est en effet surtout encore plus que les récompenser, c'est les aider, les accompagner en leur fournissant des outils qui vont quelque part les délester de toutes les tâches rébarbatives ou automatisables. En fait, l'idée, c'est vraiment de les concentrer sur les cas où leur expertise va être valorisée et pas sur des tâches un peu annexes ou rébarbatives. Et donc, c'est vraiment travailler sur des solutions avec des dispositifs de formation et en leur donnant du sens pour leur montrer que leur travail est utile à l'organisation in fine à la fin. Merci beaucoup. Écoutez, nous avions 3/4 d'heure. Je crois qu'on a abordé beaucoup de thèmes, beaucoup d'aspects, pas tout malheureusement, mais ça peut être l'occasion d'un webinaire suivant. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à nos participants et à une prochaine fois. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.